Toi, Jean-Christophe, tu retournes aux fondamentaux, je crois, Alors, aujourd'hui. écoute, je voulais parler d'un sujet, qui est la question de la propriété quelque part. Hein, la question, fondamentale, qui est le patron? Alors, évidemment, vous nous connaissez. Pour nous, le patron, c'est l'entrepreneur, il n'y a pas vraiment de question, hein. Mais quand on parle de propriété, et ben, c'est quand même un peu plus complexe, hein. Alors, un petit rappel à la propriété dans le droit français qui est celui qu'on connaît le mieux. Il y a 3 composantes de la propriété: l'usus, le fructus et l'abusus. Donc j'ai un arbre, et ben, l'usus, c'est que j'ai le droit, de l'utiliser, de mettre ma balançoire, de prendre le café dessous, je suis chez moi. Le fructus, c'est que je peux, manger ou vendre ses fruits, donc tirer profit, de ces fruits. Et bah, l'abusus, c'est que j'ai le droit de le dégrader, souvent pour l'améliorer, on est bien d'accord, hein, mais aussi éventuellement pour le réduire en planches, et donc le finir. Alors est-ce que, quand on regarde chacun de ces éléments, on a vraiment une liberté en tant que propriétaire? Bah, oui, mais avec une limite comme, toute liberté, parce qu'évidemment, l'usus de cette machine est assez limité. Est-ce que je peux me promener dans la rue avec? Il paraît que non. Quant à savoir si j'ai le fructus de ce que je gagne, oui, mais pas tout, hein, nos amis des impôts ont une idée de ce qu'ils pourraient faire de ça. Et est-ce que je peux détruire ça? Je voulais faire une fête avec mes potes, c'est ma propriété, je l'ai racheté. Vous en pensez quoi? Une centrale nucléaire, c'est pas si grave si ça explose, n'est-ce pas? Alors ces sujets-là, hein, sont des sujets qui sont, depuis très longtemps dans notre société. Vous savez qu'on est une société très fortement, influencée par l'Église catholique, et au sein de l'Église catholique, il y a un principe qui est le principe de la destination universelle des biens. Ah, c'est technique. En gros, les biens, la question c'est d'où est-ce qu'ils viennent et puis où est-ce qu'ils finissent, hein. Et pour l'Église catholique, alors c'est des choses qui ont été figées dans une série de textes, qui à chaque fois, ont été faits enfin, qui sont toujours très marqués par leur actualité. Donc Rerum Novarum, 1891, on est dans la crise la plus noire qu'ait connue, l'Occident. C'est une crise qui commence en 1882 et qui va finir en 95. C'est, une crise qui a vu naître du coup tous les mouvements révolutionnaires ouvriers, tous les le 1er mai est né pendant cette crise-là, et tout, un roman comme, Germinal est né pendant cette crise. Et donc Léon XIII va, estimer qu'il est important de recadrer les choses et il va rappeler, qu'avec la propriété vient une responsabilité puisque, les biens sont pour tous les hommes et tous les peuples et que donc du coup, le propriétaire doit, prendre en compte, son environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que, régulièrement cette encyclique est rajeunie et donc vous voyez, celle qui fête les 40 ans, de l'encyclique, et ben, ça a lieu en pleine crise à nouveau, la crise de 29 et donc bah, on va en rajouter une couche en fait, sur ce même thème. Le dernier opus de cette remise à jour de l'encyclique, Rerum Novarum, c'est, celle, des 100 ans, de l'encyclique et c'est, Jean-Paul II, le pape de la fin du communisme. Donc il va, lui, essayer de bien montrer qu'on n'est pas en train de parler, d'un retour au communisme, on n'est pas en train de proposer la fin de la propriété. On est en train de rappeler, la responsabilité qui va avec la propriété. Et cette propriété, en fait, cet élément de réflexion, qu'apporte, l'Église catholique, en fait, n'est que le rebond, d'un ensemble d'éléments qui sont dans les croyances et les pratiques, de notre civilisation et des civilisations dont on est issu.
Donc, il y a ce moment où, dans le judaïsme, on efface le passé, on remet à zéro, quelque part, la notion de la propriété. Il y a, les sacrifices aux dieux de tout ce qu'on a, en trop, c'est-à-dire, en gros, on redonne autour, on ne cherche pas à accumuler au-delà de ce dont on a besoin. Alors, cet élément, éthique est rejoint par l'économie, hein. En économie, on va parler, des externalités négatives. Pour vous donner un exemple d'externalité négative, à chaque fois que des gens vont extraire de l'or dans des rivières, de l'Amazone, ils vont utiliser du mercure pour, précipiter l'or. Et pour 1 kilo qu'ils vont réussir à extraire, il y a, 1,3 kg de mercure qui va être rejeté et qui va se retrouver dans la faune, locale. Bon, c'est une externalité négative. C'est-à-dire qu'on a, réussi à gagner de l'argent grâce à l'or et on l'a fait, en fait, en oubliant de payer tous les gens à qui on a ruiné la vie. Alors, je vais vous illustrer tout ça avec un exemple, réel. C'est, l'exemple, d'une île, qui a été, achetée dans les années 20. Alors acheter, en fait, c'est, vous imaginez qu'il y a un potentat local, qui a, cédé à une famille, une groupe de familles, une île, moyennant un paiement, moyennant, peut-être pour les services, reçus et cetera. Et donc c'est une copropriété qui aujourd'hui encore est en charge de cette île, et qui a, des travaux, en permanence parce que, bah, une île, c'est quand même quelque chose, il faut une piste d'atterrissage, il faut un port pour les visiteurs, mais il faut aussi, des infrastructures pour, l'assainissement et cetera. Et donc du coup, ça pose des questions en fait, sur, la propriété. Vous êtes d'accord qu'ils sont tous copropriétaires et que donc c'est eux ensemble qui sont, les propriétaires. Mais vous admettrez qu'il y a quand même une question qui se pose qui est, qui sont les vrais habitants? Parce que toutes ces jolies maisons, le propriétaire avec ses amis, il y vient une semaine et le reste de l'année, alors vous voyez, ça c'est, Tony Robbins, qui a, une île dans les Fidji, bah, le reste de l'année, c'est des gens qui vivent sur place. C'est son personnel. Donc là, avant de partir, hein, ils viennent lui chanter une petite chanson, mais la réalité, c'est que, si on passe de la notion d'habitant à la notion de citoyen, bah, les citoyens, ça devient le personnel qui vivait pas forcément là au départ dans l'île. Peut-être que c'est une population immigrée, mais en l'occurrence, c'est elle qui vit et puis vous, vous êtes là, 1 mois par an, donc quelle est réellement votre propriété? Et si on organisait un vote, et ben, évidemment, probablement, ils réquisitionneraient vos biens et probablement, et d'ailleurs, ce serait ce serait, sans doute quelque chose de terrible puisque, ils n'auraient pas les moyens d'entretenir, les moyens que vous avez mis parce que vous avez, finalement de l'argent qui est extérieur à cette île. Alors revenons à l'entreprise, donc la question est: qui est le propriétaire? Alors qui est le propriétaire? Ben, sans doute l'entrepreneur, n'est-ce pas? Heu, c'est vous, vous avez lancé le projet, alors peut-être que le projet, vous avez laissé rentrer, des financiers, des actionnaires, mais sans doute aussi le projet, vous avez, obtenu une adhésion de vos clients et donc vous avez un devoir envers eux. Donc ils ont une forme de propriété. Pareil avec les collaborateurs. Et puis alors après, il y a une autre couche, c'est quand, vous, laissez, une technostructure prendre place, quand, vous nommez un dirigeant extérieur, ben, il commence à y avoir une forme d'autonomie. Alors, pour vous donner des exemples, vous avez entendu parler du compte nickel. Hein, c'est un compte qui permettait d'ouvrir, chez les bureaux de banque, chez les buralistes, un compte bancaire et alors c'est formidable, c'est sans banque. C'était cool, simple,
Ah bah, ils ont vendu à BNP. Ah bah, subitement, c'est un compte, sans banque avec une banque et toutes les, heu les procédures qu'il fallait pour, ouvrir un compte dans une banque, bah, vous le retrouvez, chez dans le compte nickel. Alors, je suis sûr que ça reste encore beaucoup plus simple maintenant que ce que c'était avant et puis ils ont encore des avantages au fait d'être, dans chez des buralistes et pas, dans des agences et cetera. Mais il y a quand même une rupture de la confiance, il y a quand même un moment, quelqu'un qui est parti, en emportant un chèque et en, laissant, derrière, des clients, qui ont été des gogos de l'histoire. Et quelque part, l'histoire se répète avec Shine, en 2020, qui propose des comptes aux petits artisans et puis, qui se revend à la SocGen. Autre exemple, et ben, la famille Peugeot, enfin Peugeot SA, donc qui est propriétaire, ben, de 1810, jusqu'à 2014, c'est les Peugeot. Alors les Peugeot, ils n'ont que 25 du capital et le reste est en bourse, mais c'est quand même eux qui contrôlent. Et puis, à partir de 2014, c'est plus probablement la technostructure. C'est, voire même l'État. Hein, qui fait rentrer, qui force, Peugeot à faire rentrer, un actionnaire chinois qui va, apporter un développement formidable sur l'Asie, comment pouvez-vous résister à ça? Et cetera. Évidemment, c'est tout ça fait éclater, la belle unité de 2 siècles, de la famille Peugeot, hein. C'est-à-dire qu'un certain nombre disent: «Oui, non, mais c'est vrai après tout, le mieux c'est de conserver l'argent», alors qu'une grosse partie de la famille était en train de dire: «Non, non, mais nous on a une responsabilité vis-à-vis de cette société, on est propriétaire en fait avec tout ce que ça comprend». En conclusion, si vous n'incarnez pas, la propriété, au sein de votre entreprise, eh bien, la prédation est là, d'autres viendront s'en charger. Si vous ne préparez pas, votre succession, d'autres viendront la squatter et en la matière, on peut se demander si, possession de vos titres, c'est-à-dire que le fait d'avoir l'air d'en être le propriétaire n'est pas finalement, ce qui fait la propriété et pas forcément à votre avantage. Jean-Christophe, merci. On est sur des sujets très fondamentaux, comme, comme tu en as sorti quelques-uns ces dernières semaines. Donc, revenons un petit peu à jus fructus abusus, et quand on est un entrepreneur, à quel moment est-ce qu'on est en train d'abuser finalement de sa propriété? Ce sera quoi les principales choses qu'on a vues et où on s'est dit, ah, ok, il a 100% des titres, il est président, directeur général, il ou elle fait ce qu'il veut en théorie, et pourtant, ça coince. Ben, en fait, le moment où on décide de relocaliser, le moment où on décide, de fermer une usine, c'est un sujet. C'est un sujet. On est propriétaire, on a le droit, oui, mais on est aussi en train de ruiner une économie locale, heu, pour en favoriser une autre. Est-ce que, on a finalement, heu, vraiment payé, cet apport que l'économie locale nous avait fait? Ou est-ce qu'on en a profité, gratuitement et on ne comprend pas qu'il y avait derrière un contrat moral qui était, ben, on est d'accord qu'en échange, tu protèges notre région? C'est vrai Et qu'on voit c'est des beaucoup. choses Ouais. qui sont, très, 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 très prégnantes en fait, des entrepreneurs, qui sont d'un village, qui avaient monté, l'usine locale, la scierie ou je ne sais quoi et puis, qui en viennent à vendre la scierie et donc, avoir un petit magot, et leur maison, reste toujours, la belle maison du village. Quand la scierie, elle ferme parce que, l'entreprise qui a racheté décide de tout concentrer, sa production sur un même lieu, à 300 kilomètres de là, eux, ils restent dans le village
Le village s'est complètement paupérisé. Ils sont les riches qui ont de l'argent. Ils vivent avec un ressentiment autour d'eux qui est insupportable. Et c'est parce qu'ils ont ignoré quelque part que leur responsabilité allait au-delà de la simple propriété des actions de la société. C'est Alors, effectivement le sujet. C'est que d'ailleurs, c'est on peut-être pour ça confond qu'on la voit souvent, propriété avec l'actionnariat. hein, on voit souvent d'ailleurs des familles qui, dans ces contextes-là, reprennent l'entreprise, lui redonnent une autre vie. On voit à l'inverse hein, des actionnariats familiaux, par exemple multigénérationnels, dans lequel on fait très très attention à maintenir finalement l'écosystème et à faire en sorte que le contrat moral plus complexe donc que la simple propriété juridique soit exécuté au mieux. Donc, on a aussi plein d'exemples, hein, on en parle pas aujourd'hui, mais on a aussi plein d'exemples de familles ou d'entrepreneurs qui ont Oui, oui, bien compris ça. Hein. c'est essentiel. C'est essentiel et ça ne vient enfin ça vient, peut-être par hasard, mais c'est encore mieux si on prépare ça, si on cherche à prévoir cette pérennité, à prévoir cette forme de responsabilité. C'est pas forcément, la famille qui doit s'en occuper, hein. Je vous rappelle que, chez Melsion, on croit qu'il y a, des notions de succession, dynastique, mais aussi des notions de succession monastique. Hein, il y a l'ordre de Saint-Benoît qui est toujours présent parmi nous, alors qu'il a été créé en 550. Il démontre que c'est tout à fait possible d'avoir une œuvre qui se perdure dans le temps et qui reste probablement très proche de l'idée qu'en avait son fondateur. Voilà de quoi réfléchir. Et peut-être qu'on a d'ailleurs un sujet de chronique, hein, succession dynastique et monastique qui vient de se glisser dans nos débats. Tu as raison, c'est dans le programme, effectivement. Merci à toutes et à tous pour ce partage, pour ce moment formidable des chroniques pour l'entrepreneur du vendredi matin. Vous les retrouverez dans quelques instants, vous pourrez les revoir sur YouTube. Naturellement, vous pouvez inviter des amis entrepreneurs à venir participer en live. L'avantage du live, c'est que vous pouvez euh, poser toutes vos questions. Et puis, bien sûr, que dès le vendredi, en fin de journée, dans votre dîner, vous êtes plus brillant que votre voisin de table. Et nous vous souhaitons aussi un bon week-end. Vous pouvez commenter et partager les chroniques sur les réseaux sociaux quand on les met en place pendant le week-end en général. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bon week-end à tous. Merci, au revoir, bon week-end.